Qui n'a jamais rêvé d'une vie sans soucis? Plus de prise de tête pour payer ses factures. Le frigo, toujours plein. Une belle maison comme celle que l'on voit dans les films. Pouvoir dépenser sans compter. Une belle voiture, un chauffeur et une femme de ménage. Des privilèges accordés à une infime partie de la population. En général, ces privilégiés qu'on appellera les 2% sont riches de naissance. Leurs parents sont riches, leurs grands-parents sont riches, leurs arrière-grands-parents étaient riches et leurs futurs enfants seront riches également. C'est un cercle presque privé qu'il est quasiment impossible d'y accéder. En tout cas, pour la plupart des gens comme vous et moi. Mais grâce à la télé, Internet, les réseaux sociaux, certaines personnes issues de milieux pauvres parviennent à accéder à ces privilèges en un temps record. C'est fréquent, notamment dans le milieu de la musique, de l'influence, du cinéma ou encore du sport. Après avoir goûté à tous ces privilèges, argent, célébrité, luxure, on y prend très rapidement goût. On y devient même accro, tel un junkie cherchant indispensablement sa dose. Mais jusqu'où certaines personnes que vous adulez aujourd'hui ont-elles été prêtes à aller pour accéder et surtout conserver ces privilèges? Sorcellerie et sacrifice. Mensonge, trahison, passage à tabac, marabout, actes et rituels sataniques. Depuis la nuit des temps, on entend toutes sortes d'histoires, de récits, de contes sur les sorcières, les pactes avec Satan, les sacrifices d'enfants. Dans certains pays, ces actes sont condamnables par de lourdes peines d'emprisonnement, parfois même la mort. Mais qu'en est-il vraiment? Qui sont ces adeptes qui se sont détournés de la religion pour embrasser la cause satanique? Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo après une courte période d'absence. Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur même du conflit qui a opposé le rappeur à succès. Juste avant de commencer, je vous propose qu'on se mette en condition. Bon, maintenant qu'on est à l'aise, d'ailleurs, je vous conseille de faire comme moi, on peut commencer. Que s'est-il vraiment passé? Dans mon souvenir, l'artiste était au top de sa carrière et était entouré d'une vraie équipe. Après avoir signé Marwa Loud dans son label, l'artiste s'est fait agresser en bas de chez lui et toute son équipe s'est retournée contre lui. Ils sont devenus l'équipe de Marwa Loud. L'artiste s'est fait de plus en plus discret, il ne s'est jamais réellement exprimé à ce sujet. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais jusqu'à présent, je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Pour comprendre l'origine du conflit Marwa l'artiste, il faut replacer les choses dans leur époque et leur contexte. L'artiste est un rappeur, auteur, compositeur, interprète qui cartonne à l'international. 4 disques d'or, 4 disques de platine, un double disque de platine, 9 singles d'or, 5 singles de platine et 4 singles de diamant. Autant vous dire qu'il est au top de sa carrière. Il est la star de son propre label Purple Money, dans lequel il est associé avec son ami et frère de cœur qu'on appellera Monsieur R, depuis maintenant presque 7 ans. En 2017, l'artiste repère une jeune chanteuse qui commence à faire parler d'elle avec son premier single Temps perdu. Il s'agit de Marwa Loud. Très rapidement, il prend contact avec elle, la signe et se met à la produire. Dès le départ, ça marche. Marwa Loud cartonne et au vu de son succès, elle enchaîne les showcases. Elle est très reconnaissante envers l'artiste et commence un peu trop à le montrer. Lui fait des câlins, l'appelle mon bébé, lui demande de rester un peu plus tard en studio tandis que tous sont rentrés, donc pour regarder les anges de la télé-réalité ou autre. L'artiste ne voit pas le mal, d'autant plus que c'est une enfant et qu'elle est proche de tout le monde dans l'équipe. Il n'est pas le seul qu'elle appelle bébé. Il pense à son projet, son investissement et fait tout pour que Marwa se sente bien. Donc la loge dans un hôtel, lui achète de nouveaux vêtements, la fait voyager. Après plusieurs mois à bosser sur l'album de Marwa, la femme de l'artiste, qu'on appellera Madame A, commence à lui faire des réflexions. Tu es producteur, tu n'es pas babysitter.
Quand tout le monde rentre et que le studio ferme, il faut qu'elle fasse de même. Elle n'a pas à te demander de rester, dit-elle. D'autant plus qu'à ce moment-là, Madame A est enceinte. Elle n'est donc jamais en studio du fait de sa grossesse. C'est seulement lors de la circoncision de leur fils, des mois plus tard, que les deux femmes vont se rencontrer pour la première fois. Marwa va alors débarquer chez le couple à 1h30 du matin sans avoir été invitée. Après cette première rencontre précipitée, les deux femmes vont être amenées à se rencontrer assez souvent, notamment en studio. À chacune de leurs rencontres, Marwa installera un froid. Elle part dès que Madame A arrive, elle la regarde de travers. Un jour, alors que l'artiste est au saut à Marrakech en compagnie de toute son équipe, Marwa les rejoint. Elle le salue son associé Monsieur R, salue toute l'équipe, à l'exception de Madame A, la femme de l'artiste. La femme de l'artiste décide cette fois-ci de faire remarquer ce manque de respect à son mari. Pour l'artiste, c'est la goutte de trop. Il décide d'en faire part à son associé car lui est directement impliqué. Il s'agit de sa femme et de son artiste. Il demande donc à Monsieur R de remettre les pendules à l'heure à Marwa. On est une grande famille. Toi, moi, ma femme, ta femme et toutes les personnes qui travaillent avec nous. Marwa vient d'arriver. Il faut lui expliquer qu'il y a des choses qui ne se font pas. Si elle manque de respect à ma femme ou à la tienne, c'est comme si elle nous manquait de respect à nous. Elle est encore jeune, c'est le début de sa carrière, c'est à nous de lui apprendre. À la grande surprise de l'artiste, Monsieur R, son associé avec qui il a tout partagé, succès, joie, peine, doute, victoire, défaite, lui répond que ce n'est pas son problème et que lui n'a rien à dire à Marwa. Pour l'artiste, c'est la douche froide. Et pour exprimer son mécontentement à son associé, il décide d'annuler toutes ses dates de showcase à venir. Ce qui n'arrange pas du tout Monsieur R, car ce dernier s'est déjà engagé auprès de certaines boîtes de nuit, patron de festivals, etc. et a déjà encaissé une partie de l'argent. La tension monte entre les deux hommes et Monsieur R insulte l'artiste de fils de p***. Jamais en 7 ans, les deux associés ne s'étaient manqués de respect. Au bout de quelques jours, et au vu de l'argent que les deux hommes perdent, un ami de l'artiste décide d'organiser une réunion pour faire l'arbitre entre les deux hommes. Les tensions s'apaisent entre les deux associés, mais Monsieur R la mauvaise, car en 4 jours, c'est plus de 100 000 € de showcase qu'ils ont perdu. Pour continuer sur de meilleures bases, Monsieur R réunit Marwa Loud, sa sœur Safa, l'artiste et Madame A dans une chambre d'hôtel à Marrakech. Les deux sœurs et le couple discutent et décident de repartir à zéro. Marwa s'excuse même auprès de Madame A. Et pour montrer leur bonne foi, Madame A et l'artiste accompagnent même Marwa à son showcase qui a lieu le soir même. Madame A l'encourage, lui donne des petits conseils avant de monter sur scène. Tout prête à croire que la famille Purple Money repart de plus belle. Après le showcase de Marwa, l'artiste a une super idée. Il veut recoller les morceaux et estime que tout le monde a besoin de se détendre. Il invite donc sa femme Marwa Loud, LaGuardia, Afida et toute leur équipe à Amsterdam pour un super week-end. Seule Safa manque à l'appel. Elle décide de rester sur Marrakech. Au programme, sorties découvertes, shopping, coffee shop, bref, un week-end de folie. Durant le séjour, tout le monde rigole et tout se passe bien. Marwa fait des efforts pour bien s'entendre avec Madame A. Juste avant de quitter Amsterdam, Madame A surprend une conversation téléphonique entre Marwa et sa sœur Safa, restée à Marrakech. Quelques minutes plus tard, alors qu'elles sont dans l'ascenseur, Marwa insiste pour prendre une photo avec Madame A, ce qui déclenche les premiers soupçons de celle-ci. Madame A s'interroge. Pourquoi n'a-t-elle pas pris une photo dans l'un des nombreux endroits magnifiques qu'on a visités? Pourquoi attendre la fin du séjour? Pourquoi dans un ascenseur? De plus, elle remarque que la photo est prise de façon à ce qu'on la voie bien elle, la femme de l'artiste. Elle se rappelle qu'en rentrant d'Amsterdam, Marwa et l'artiste doivent repartir au Maroc pour du travail. Madame A un mauvais pressentiment. Et si Marwa Loud préparait quelque chose? Elle décide d'en parler à son mari. Il est hors de question pour elle que l'artiste parte au Maroc en compagnie de Marwa. Son intuition la trompe rarement. Et là, son intuition lui dit que quelque chose se trame. Le couple se prend la tête. Une dispute éclate.
L'artiste ne comprend pas. Ils viennent de passer un super week-end à Amsterdam. Quel est le problème? Madame A ne veut rien savoir et elle obtient quand même gain de cause. C'est donc sans l'artiste que Marwa Loud et son assistante Afida s'envoleront pour le Maroc. L'artiste, quant à lui, rentre en France avec sa femme et le reste de l'équipe. Arrivée en France, Madame A contacte une amie qui vit au Maroc. Elle lui demande si des détectives privés ou des agences existent là-bas, au Maroc. Sa copine confirme et la dirige vers une agence de détectives basée à Marrakech. Madame A prend contact avec l'agence dans l'anonymat la plus totale. J'insiste bien sur le fait que le détective ne sait pas à qui il a affaire. Même les paiements sont faits en anonyme. Retenez bien ce détail. Elle embauche un détective pour 250 € de la journée. Lui envoie une photo de Marwa Loud. Safa, sa sœur, Afida, son assistante, lui envoie également une photo de leur voiture. Elle roulait à ce moment-là en Fiat 500. Et également le nom de leur hôtel. Elle lui demande de les suivre à la trace. Pour être sûre que le détective est réglo, elle demande à son ami qui vit au Maroc de suivre le détective également. Vous devez également savoir que le détective n'a aucune idée à ce moment-là de qui est Marwa Loud. Elle n'était pas encore très connue. La filature durera 4 jours avant que Madame A ne confirme ses soupçons. 4 jours durant lesquels le détective enverra des vidéos des 3 filles, les endroits qu'elles fréquentent, avec qui elles sont, ce qu'elles font. Il rapportera la moindre parole entendue. Les premiers jours, rien d'alarmant. Les filles enchaînent chicha, resto, hôtel, karting. Puis, le dernier jour, le détective explique à Madame A qu'il a surpris et entendu une conversation téléphonique de Safa qui parle en arabe et qui explique à son interlocuteur que demain, elle lui rapportera les choses. Mais il ne sait pas de quelles choses elle parle. Il trouve néanmoins l'appel suspect. Le détective conclut donc que le jour suivant, les filles auront rendez-vous avec quelqu'un pour lui remettre quelque chose. وراه غير تشغلت مع شي صحاباتي وداك الشيء ما شفتكش ولكن غدا الصباح تلقى داك الشيء واجد ونكمل لك الفلوس باغا نسافر في العشيه. وي وحده فيهم سمعتها كتهضر في التليفون دابا كتهضر مع شي واحد اكيد راجل قالت له شوف غدا نبغيك توجد لي هذاك الشيء ونجي عندك ونكمل لك الفلوس باغا نسافر في العشيه. ما عرفتش. Dans le doute, Madame A décide de prolonger son contrat avec le détective pour une journée. Lors de cette journée, Marwa et ses acolytes se rendront au parking du Carrefour. مع الطوموبيل رحنا هنا في لاكاب، المنطقة في كيليز فيها لاكاب، أنا نزلت اللاكاب حديد الطوموبيل والصديق ديالي راه الفوق. المهم خفنا راك عارف، مما أنا في لاكاب دابا يا حديد الطوموبيل ها هي والصديق هما تيتقداو شي حاجة الفوق وصافي راه الصديق ديالي مقابلهم. Puis, elles se dirigeront vers un quartier populaire. Un quartier un peu dégagé de Marrakech, un quartier un petit peu pauvre. Ce qui surprend un petit peu le détective, c'est qu'en 5 jours, c'est la première fois qu'elles mettent les pieds dans ce quartier. Le détective comprend que les filles attendent quelqu'un. Soudain, une Porsche se dirige vers eux et se gare. Un homme descend de la voiture. Il s'agit de Monsieur C. Vous allez me dire qui est Monsieur C. Madame A, elle, l'a reconnu immédiatement. C'est un proche de Monsieur R, l'associé de l'artiste. À ce moment-là, c'est également un ami de l'artiste. Madame A est surprise. Que fait-il là, avec Marwa? C'est d'autant plus surprenant que Monsieur R, l'associé de l'artiste, n'est pas présent, et que l'artiste non plus. Le détective ne perd pas une miette de la scène, et dans une vidéo qu'il envoie à Madame A, on entend Monsieur C dire aux filles « Le mec est là, restez branchés ».
ايش راه عنده علاش كديروا لي معاك سميتو هكا علاش Chacun finit par repartir de son côté et un peu plus tard dans la journée, Safa, la sœur de Marwa, et Monsieur C se retrouvent dans les jardins du Sceau. Tous les deux snappent, mais à des endroits différents. Ils ne se montrent pas ensemble. Soyez très attentifs car c'est là que ça devient intéressant. Le détective rapporte à Madame A que Safa et Monsieur C ont eu rendez-vous dans les jardins du Sceau avec un sorcier. Il dit les avoir suivis et que l'homme qui était en leur compagnie, en compagnie de Monsieur C, est un sorcier puissant, qu'il le connaît car lui-même travaille avec. En effet, le détective explique que lui-même a recours à pas mal de sorciers pour rechercher des trésors. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive au Nabil Fix? Il a complètement pété les plombs. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fou. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Madame A lui demande alors des preuves, car même si elle avait des doutes, pour l'instant, rien ne prouve que Marwa est usé de sorcellerie. Peut-être que le détective cherchait à être embauché quelques jours supplémentaires et donc à soutirer plus d'argent. Mais d'un autre côté, pourquoi aurait-il parlé de sorcellerie, sachant qu'à ce moment-là, il ne sait pas qui l'a embauché ni pourquoi. Il y avait au moins 100 motifs pour engager un détective avant de penser à la sorcellerie. Mais le détective insiste. Safa et Monsieur C ont vu un sorcier. Le détective cherche à rassurer Madame A. Il lui dit qu'elle ne doit pas s'inquiéter, qu'il va appeler le sorcier, qu'il va l'enregistrer et que s'ils lui ont jeté un sort, elle va pouvoir être soignée. Le détective appelle donc le sorcier avec lequel il travaille. Il lui demande si un homme, un Français, accompagné d'une jeune fille, sont venus le voir. Le sorcier confirme et ajoute même qu'il n'y avait pas une jeune fille mais 2 jeunes filles en compagnie de Monsieur C. Il poursuit en expliquant que le groupe de Français sont venus pour faire des travaux, donc jeter un sort, faire du sihur comme on dit chez nous, à un certain Youssef, fils de Fatima. وعليكم السلام سي المحجوب لاباس بخير سيدي. هاني خويا بخير. نشوف غادي نهضر معك وتعرفني انا ياك الثقه التامه عارفني من هذيك كتب شي حاجه. تفضل. هذوك الناس اللي جاو عندك البارح بغيت نعرف الناس اللي جاو كيهضروا بالفرنساويه اللي يهضروا بالفرنسيه هذوك وي. واش جاو البنات والولد ولا جات غير البنات بوحدهم ولا جا الولد بوحده ولا شكون اللي جا؟ جاو البنات والولد معاهم. هكاك. واللي من على اساس جاو اللي من باغيين يخدموا؟ كاين شي جابوا شي مسائل ديالهم شي تصاور ديال شي بنت وشي كذا بحال هكا. المهم صور خديرهم ومشى. والسميه اللي من باغيين يخدموا؟ يوسف اش ولد من يوسف؟ فاطمه. يوسف ما سمعتكش ولد من؟ فاطمه. لا واش باقيين عندك؟ لا شوف لا كانت شي حاجه نخلصوها. لا والله ما اسمع غير اسمح لي خليني نهضر معاك. شوف اللهم صل على سيدنا الله يرضى عليك. شوف اذا عطيتك شي حوايج ماشي ديالك حاول تعطيني شي حوايج ديالي. وغير شوفني نقول لك والله ما تاديك حاجه على حسابي انا. صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل. عطيتك شي حاجه ماشي ديالك اعطيني شي حاجه ديالي صافي وفهمني. الله يعطيك الله فهمني. لا دابا شوف كامل. اسمعني انا سائل دابا داكشي اللي غنفعك به ما كاينش عندي. تصاور اللي هما عندي راه مداوه البارح. المهم شغالهم مداوه باش غنفعك دابا. الهضره هي كنقولها. ولكن شوف الله يرحم لك الوالدين غير هذاك الشغل وقفوا ما تكملوش. احنا نعطوك سيدي الفلوس اللي عطاوك هما نزيدوك حنايا. هذيك الخدمه وقفها باش ما يتاداش هذاك السيد. ولكن الشخص المعني بالامر خصو ضروري يحضر. لا ولا خاصك تعرف المعني بالامر. هذا السيد اللي خدام عليه راه ما كيعنيها والو. السيد راه مزوج راه بولادو وباغا تاخذ السيد على مراته. راه مزوج وبولادو وباغا تاخذو على مراته. صاحبي السيد راه مزوج وعنده مراته وباغا تشدو على مراته. المهم يكون خير ان شاء الله. الله يجازيك بخير. لا محتاج شي حاجه نجيبوها ما كاينش مشكل. المهم اتصل بعدنا. يلا امتى نشوفك امتى نهضر معك؟
غدا ان شاء الله. السلام عليكم. سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه كي داير الله. السي المحجوب؟ هو بخير السيدي هاني. الله يكرمك بخير. شوف خويا، الله يبارك فيك. الله يرحم لك الوالدين. راه هذيك السيده كتطلب وتزاوج. انا الله يرحم لك الوالدين. راه شوف غدير واحد الاجر كبير الا ما وقف هذيك الخدمه هذيك. راه هذوك الناس بغا ياخذوا لهذيك الراجل ديالها، عرفتي؟ راه مزوجه بغا يدوا لها راجلها، هكاك بغا يظلموها يدوا لها راجلها. نعم انتقام، هذا عرفت هذا الحوايج. ايوا المهم انا غير باش نطرح لك ماشي زعما نوقف هذه المسائل اللي كتقول لي دابا. هذه المسائل انا الا نوقفها راه خصني نعطي الناس شغلهم. راه عاطيني 3500 درهم. ماشي مشكل وباقي تصاور كاين شي تصاور باقيين واحد. الله يرحم لك الوالدين. ولكن ما نصيرتهم لك تنسالي بهم الخدمه ديالي، تنوقف بهم المسائل. توقف بهم المسائل وتسالي بهم الخدمه. مرحبا يلا صافي يلا مرحبا خويا ونجيو ما تاديك شي حاجه صافي راك على يلا سير على مولانا. يلا السلام عليكم مرحبا. C'est dans la boîte, le détective a tout enregistré. Il recontacte Madame A et lui demande si elle connaît un certain Youssef, fils de Fatima. Madame A n'en revient pas. Elle se décompose et a du mal à répondre. Il s'avère que son mari, l'artiste, s'appelle en réalité Youssef et que sa maman s'appelle Fatima. Mais comment a-t-il pu avoir cette information? Comment pouvait-il savoir que le mari de la dame avec qui il parle depuis presque une semaine s'appelle Youssef, sachant que elle ne lui a jamais donné son identité? Même les paiements en Western Union se font via des intermédiaires. Et la personne avec qui il parle au Maroc, donc la copine de Madame A, se présente à lui en tant que Myriam, mais ce n'est pas sa vraie identité. Madame A lui demande donc d'envoyer l'enregistrement. C'est une preuve. Le détective refuse dans un premier temps, puis se résout à lui envoyer. Il lui explique qu'ils ont affaire à un sorcier puissant et qu'il ne faut pas jouer avec lui. Il poursuit en expliquant qu'il a rempli sa part du contrat, qu'il n'irait pas plus loin et que même pour tout l'or du monde, il ne se mettrait pas ce sorcier à dos. Plus aucun doute pour Madame A. Cette fois-ci, elle détient une preuve. Elle décide d'en parler à son mari. Elle lui avoue tout. Elle a engagé un détective au Maroc pour suivre Marois, sa sœur et son assistante. Et ses craintes étaient bien fondées. L'artiste demande à sa femme le numéro du détective. Il l'appelle dans la foulée et lui fait une proposition. Il a besoin de parler directement avec le sorcier et d'être sûr à 100% que Monsieur C, qui est à ce moment-là son ami, et Marois Laoud, la petite qu'il est en train de produire, lui ont jeté un sort. Il propose au détective 10 000 € en cash, directement donnés à l'aéroport, en échange de le mener au sorcier. Le détective refuse catégoriquement. Même pour 1 million d'euros, il ne le ferait pas. Tout simplement parce que le sorcier ignore que le détective, qui est aussi son client, l'a enregistré à son insu. Et que si le sorcier était amené à le découvrir, il ruinerait la vie du détective ainsi que celle de sa famille. Le détective a peur. Alors imaginez-vous s'il mène l'artiste directement au sorcier. Il en est hors de question. En plus de refuser, il donne un conseil à l'artiste. Il lui dit de laisser tomber, de lâcher l'affaire, de ne pas rechercher ce sorcier, car lui et sa famille pourraient littéralement tout perdre. Bien loin de se décourager, c'est le côté marocain, l'artiste prend un avion direction Casablanca en compagnie de son associé Monsieur R. Lui et son associé ont besoin d'avoir le fin mot de cette histoire. Ils donnent rendez-vous au patron de l'agence de détective dans une chambre d'hôtel à Casablanca. Monsieur C les rejoint également. Les trois hommes s'entretiennent avec le patron de l'agence de détective. L'artiste explique toute l'histoire et montre les preuves rapportées par sa femme. Il demande au patron de convoquer et de faire venir le détective qui a été embauché par sa femme. Le patron est de bonne foi. Il confirme que cette histoire est vraie, que son employé lui en a parlé et qu'il s'agit bien de sorcellerie. Néanmoins, il explique que son employé ne lui a plus donné signe de vie depuis maintenant plusieurs jours et que celui-ci a démissionné.
L'artiste demande alors au patron de l'agence de retrouver à tout prix son employé. Il faut à tout prix qu'il ait le fin mot de cette histoire. L'artiste donne au patron de l'agence 500 € en cash pour retrouver son ancien employé. Il lui promet également 10 000 € en liquide si celui-ci parvient à lui faire voir le sorcier qui lui a jeté un sort. Après que les 3 hommes se soient entretenus avec le patron de l'agence, l'artiste prend contact avec un commissaire. C'est l'une des figures les plus importantes de la police à Marrakech. Il lui raconte donc son histoire et le commissaire ouvre une enquête. Quelques jours après, le patron de l'agence de détectives recontacte l'artiste. Il a enfin retrouvé son employé. Cerise sur le gâteau, ils peuvent même le mener, lui, son associé et Monsieur C directement chez le sorcier. L'artiste jubile. الله يجازيك بخير. بغيتك انا شي وقيته بغيت نشوفوك ان شاء الله. بغيت نجيب المدام عندك فهمتي. ما فهمتش انا ديما نهار الخميس والاربع فهمتيني ديما تجي واحد الحاله في الدار عندي ما فهمتش فيها حتى شي حاجه. لا اله الا الله. على عينك كذا في مراكش. في مراكش. الشرق. وي عطيني واحد اليومين ولا 3 ايام ان شاء الله ونعاود نتصل فيك ان شاء الله. مرحبا فيك. بارك الله فيك. Le jour du rendez-vous, le patron de l'agence appelle l'artiste. Il lui explique que malheureusement, ils ne vont pas pouvoir voir le sorcier, pour la simple et bonne raison que celui-ci a voyagé. Il a pris un avion et s'est envolé pour l'Égypte. Retenez bien ce détail car c'est important. L'associé de l'artiste perd patience. Il a l'impression qu'on le balade et que tout ceci est une mascarade, une conspiration pour faire virer Marouane Laoud du label. Monsieur C, quant à lui, en profite pour se dédouaner. Il explique même vouloir porter plainte contre le détective et l'agence pour diffamation. Il est même prêt à faire une confrontation directe avec le détective qui les a suivis. Même si le sorcier a fui, entre guillemets, pour l'Égypte, il reste tout de même le détective qui a suivi Marouane Laoud, sa sœur, son assistante et Monsieur C pendant 5 jours. Le détective en charge de l'affaire a donc été convoqué. Malheureusement, celui-ci refuse de se rendre à sa convocation. Et quelques jours plus tard, c'est les menottes aux poignets qu'il sera amené au commissariat pour s'expliquer. Ce jour-là, il déclarera dans le bureau du commissaire et en compagnie de l'artiste qu'il avait inventé cette histoire de toutes pièces et qu'il aurait fait ça pour l'argent. Il avouera être un escroc, un menteur et que son seul but dans cette histoire était de soutirer de l'argent. L'artiste et sa femme n'en reviennent pas. Ils s'énervent dans le bureau. Ils expliquent au commissaire que cette histoire n'a aucun sens. Si le détective était motivé pour l'argent, pourquoi a-t-il refusé les 10 000 € en liquide proposés par l'artiste? Il aurait pu prendre les 10 000 € et le mener à un faux sorcier, puisque c'est un escroc et un menteur. Or, le détective a été payé seulement 1 200 € pour l'ensemble de sa prestation. Donc la filature pendant 5 jours, les photos, les vidéos, les enregistrements, etc. De plus, comment aurait-il pu deviner le prénom du mari de Madame A ainsi que celui de sa mère, sachant qu'il ne savait pas qui l'avait embauché? Trop d'incohérences, mais le détective maintient ses dires. Il a inventé cette histoire de toutes pièces. Le commissaire explique alors à l'artiste que malheureusement, dans ce cas-là, il ne peut rien faire. Il conseille au rappeur de rentrer en France, de reprendre sa vie, ses activités. L'artiste est déçu, mais met tout de même en application les conseils du commissaire. L'artiste rentre à Paris et reçoit un appel de Monsieur C. Ce dernier lui explique qu'il a reçu un coup de fil de son propriétaire, car le propriétaire de l'artiste est un ami de Monsieur C. C'est lui qui les a mis en lien. Il lui dit qu'il serait peut-être temps de payer le loyer, car l'artiste aurait 3 mois de retard. Ce à quoi l'artiste répond: dis au propriétaire de m'appeler directement et toi, supprime mon numéro par la même occasion. Monsieur C monte en pression et le menace, mais l'artiste ne prête pas attention. 3 jours plus tard, nous sommes en mai 2018. Après un Planet Rap
et un beau restaurant, l'artiste se dirige vers son domicile. Il se fait interpeller par 8 hommes cagoulés et armés. Ses agresseurs lui demandent de les suivre un peu plus loin pour discuter. L'artiste reconnaît la totalité des 8 hommes. Il s'exécute. Il reconnaît immédiatement Monsieur C, qui fait partie des 8 agresseurs. Il reconnaît également les 7 autres personnes. Ce sont tous des proches de son associé ou des personnes qu'il pensait être amies avec lui. Vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que l'artiste était accompagné de son garde du corps. Et son garde du corps n'a pas bougé le petit doigt. Il n'en revient pas. Comment des gens avec qui il a dormi, rigolé, mangé, comment est-ce que ces gens-là peuvent s'en prendre à lui? Pas le temps pour le rappeur de réfléchir, qu'il se retrouve déjà à terre et roué de coups par les 8 hommes. Alors que le rappeur est par terre, la bouche ouverte en sang, ça ressemblait un petit peu au sourire du Joker. Il remarque des flashs sur lui. Il comprend alors que ses agresseurs sont en train de le filmer. Après avoir été laissé pour mort, l'artiste parvient à se relever et regagner son domicile. Dans la précipitation, il demande à sa femme de préparer des affaires. Il est hors de question pour lui de rester dans cet appartement. Il ne faut pas que sa femme et ses enfants soient mis en danger. Sa femme appelle immédiatement la police. La police se rend au domicile du rappeur et prend sa déposition. L'artiste déclarera « Je ne connais pas mes agresseurs. J'ai un peu fumé, j'ai un peu bu, je suis un peu bourré. Si j'avais reconnu mes agresseurs, croyez-moi, je ne vous aurais pas appelé. J'aurais réglé ça moi-même. Je fais de la musique, je suis connu, ce sont des choses fréquentes, ça arrive. » La police repart et quelques minutes plus tard, c'est le pseudo garde du corps de l'artiste qui monte, le récupère et l'emmène à l'hôpital militaire de Montreuil. Pendant que le médecin lui recoue la bouche, Monsieur R, son associé, arrive à l'hôpital. À peine rentré dans la chambre, il s'écrie « C'est toi aussi, t'ouvres trop de ta gueule !» L'artiste est dégoûté de son associé. Il ne le reconnaît plus. Il lui demande de quitter immédiatement la chambre. Après son hospitalisation, l'artiste postera une photo de lui complètement au total. C'est 3 radios annulées, 3 Olympias annulées, 21 showcases annulés, un concert au Brésil, un en Argentine, un au Venezuela, un en Colombie et j'en passe. En tout, c'est plus d'1 million d'euros de perdus. Et ça ne s'arrête pas là, car l'artiste et sa famille ont aussi dû abandonner leur vie en France. En effet, suite à cette agression qui a été rendue publique, le procureur de la République a contacté la femme du rappeur, Madame A. Elle explique à la femme du rappeur qu'ils ont réussi à identifier les agresseurs de son mari. Les 8 hommes ont été filmés par une caméra de la ville. Elle demande donc à Madame A et son mari de venir porter plainte immédiatement. Elle répond au procureur que elle et son mari passeront un peu plus tard, mais il n'en est rien. Elle rentre chez elle, récupère le maximum d'affaires et prend un avion direction le Maroc en compagnie de son mari et ses enfants. Arrivé au Maroc, l'artiste contacte un ami à lui, très craint et très respecté. L'ami du rappeur décide de prendre les choses en main. Il convoque donc l'associé de l'artiste, Monsieur R, à Marrakech pour que les 2 associés puissent mettre les choses au clair. Vont-ils continuer à travailler ensemble? Et si ce n'est pas le cas, qui va récupérer le label Purple Money? Qui va récupérer les talents? La réunion se tient dans un restaurant qui a été privatisé spécialement pour l'occasion. L'ami de l'artiste lui donne un conseil avant le rendez-vous. Il lui dit « Tu rentres, tu lui dis « Je récupère le label, je récupère la grosse » en parlant de Marois, et tu sors du restaurant. Et le reste, t'inquiète pas, on gère. L'artiste prend en compte les conseils de son ami, mais ne les applique pas. Il rentre dans le restaurant, se retrouve face à son associé, Monsieur R, et lui dit très explicitement « Je ne veux plus jamais te voir. Je te laisse tout. Le label, Marois et tout ce qui va avec. Ne cherche plus jamais à m'appeler, ou même à me voir. Par contre, je te promets que le jour où je pourrai prouver ce qu'elle m'a fait, ce sera la fin pour elle. Mais t'inquiète pas, je ne te laisserai pas comme ça, je te trouverai une bonne compensation. » Le rappeur ne veut pas lâcher l'affaire. Il doit comprendre ce qui lui arrive, même s'il doit faire passer sa carrière au second plan. Il en fait une priorité et recrute même un hacker, un petit génie de l'informatique, quelqu'un qui pirate des téléphones, ordinateurs et bien plus encore. L'artiste donne au hacker des numéros de téléphone
Il lui demande de lui sortir les relevés téléphoniques de chacun d'entre eux. Le hacker trouve une correspondance entre deux des numéros donnés par le rappeur. Il s'agit du numéro de Monsieur C, comme par hasard, et celui du détective engagé par Madame A. Et là, c'est bizarre. Tous deux ont appelé la même personne. Le hacker cherche alors à savoir à qui appartient ce numéro que tous les deux ont appelé, et Monsieur C et le détective. Car depuis 2018, au Maroc, il est interdit de souscrire une ligne téléphonique, de prendre un abonnement, sans sa carte d'identité. De ce fait, il devrait obtenir l'identité du propriétaire de la ligne assez facilement. En quelques heures seulement, le hacker découvre que le numéro que Monsieur C et le détective ont en commun appartient à un certain Brahim Dermoussi, qui est originaire de la région de Zagora, dans le sud marocain. Il suppose qu'il s'agit du sorcier en question et demande donc au hacker de récupérer l'historique internet de ce Brahim. En parcourant l'historique de Brahim, le hacker tombe sur un site, un forum de magie intitulé « Le secret des rêves ». C'est un site qui réunit plus de 100 000 adhérents et près de 5 millions de visiteurs par an. Rendez-vous bien compte. C'est un forum où les gens peuvent échanger leur expérience entre eux et surtout prendre contact avec le grand sorcier Brahim Dermoussi, qu'on appelle aussi Mahjoub. Le forum s'avère être un site égyptien. Le numéro à contacter est égyptien. Bingo! Le numéro marocain de l'administrateur principal n'est autre que celui de Brahim Dermoussi. Je me rappelle que le patron de l'agence du détective a expliqué à l'artiste et son associé Monsieur R qu'il était impossible de voir le sorcier car celui-ci venait de partir en voyage en Égypte. En fouillant un peu plus en profondeur sur le forum, le hacker tombe sur une photo du rappeur l'artiste et même une photo de son petit frère. Comment est-ce qu'une photo du rappeur a pu se retrouver sur un forum égyptien qui compte plus de 5 millions de visiteurs annuels, où des personnes échangent entre eux sur leur expérience satanique dans la sorcellerie? Enfin, comment est-ce que des photos de lui ont pu se retrouver sur ce site? Il s'avère que c'est un compte du nom de Judith Abbott qui a posté ces photos, accompagnées d'un témoignage. Ce compte ne contient pas de photos de profil, c'est une fausse image. Le hacker explique à l'artiste que le sorcier, donc Brahim Dermoussi, a reçu sur le forum un message rattaché au numéro de Monsieur C, mais que c'est Safa, la sœur de Marwa, qui aurait écrit avec son numéro. Elle écrit en arabe « Salam Moulay Brahim, Ana Safa, li hadarna ma'ak hier, rahi kulshi prêt, ala dekshi li gilnek smitu Youssef, au sa mère Fatima ». Donc ça, c'est un message que le hacker aurait envoyé à l'artiste et qu'il aurait retrouvé sur le forum de sorcellerie d'un numéro qui appartiendrait à Monsieur C. Le hacker trouve également des messages de Safa qui s'adressent à Brahim Dermoussi, donc au sorcier. Il trouve également des preuves de western que Safa aurait envoyé directement au sorcier. La famille, je vais vous demander d'être le plus attentif possible. Là, on rentre dans la partie la plus gore de mon histoire. Au fil de mon enquête, je suis amené à discuter avec une femme qui me contacte en anonyme. Cette femme se dit être âgée et souhaite se repentir. Elle m'explique qu'elle en a gros sur le cœur et qu'elle a besoin de parler. Un sacrifice d'enfant aurait été fait à l'encontre du rappeur l'artiste. Elle m'explique qu'une petite fille du nom de Naïma, âgée de 5 ans, a été portée disparue le 17 août 2020. Cette petite fille a été retrouvée violée et démembrée en haut d'une montagne dans la région de Zagora.
région de Zagora qui, je le précise, est la région où est né et où a grandi Brahim Dermoussi. Elle ajoute que cette petite fille est un enfant Zuhri, qu'il est courant en Afrique que de petits enfants Zuhri se fassent enlever et sacrifier au nom de rituels sataniques. Pour beaucoup, cette histoire dépasse l'entendement. Alors laissez-moi vous expliquer un petit peu. On appelle enfants Zuhri au Maroc et en Algérie des enfants présentant un morphotype et des caractéristiques bien particuliers. En effet, ce sont souvent des enfants blonds aux yeux bleus ou roux aux yeux clairs. Ils doivent présenter comme empreinte une ligne continue qui traverse la paume de la main. C'est également présent sur le pied. Pareil sur la langue, il y a une ligne. Vous savez, on les reconnaît également au grain de beauté à l'œil. Vous avez déjà dû voir des personnes avec une petite tache marron dans l'œil. Également les enfants albinos qui sont considérés comme Zuhri. Ces enfants Zuhri sont dits chanceux car ils permettent d'accomplir des miracles et en particulier de découvrir des trésors enfouis. Je vous conseille de taper enfants Zuhri sur le net et de vous renseigner un petit peu sur le sujet. Ces enfants Zuhri sont systématiquement recherchés et kidnappés pour être revendus aux sorciers pour une somme allant de 2000 dirhams à 450 000 dirhams. Ces enfants seront ensuite sacrifiés aux djinns sur l'autel de Satan dans un rituel censé permettre l'accomplissement de ses souhaits. Exemple, devenir célèbre, devenir riche, se marier, etc., etc. Pour finir, elle envoie une vidéo de Marwa Loud la montrant en train de descendre une montagne. La même montagne où le corps de Naïma a été retrouvé. Mais que faisait Marwa en haut de cette montagne, perdue au milieu de nulle part? Et qui puisait toute seule, car dans l'extrait, on voit bien que Marwa est seule à redescendre, donc elle a été seule à monter. C'est amusant. Lâche-moi, je me suis débrouillé tout ça sans toi. Allez, vas-y. Lâche. Viens. Merc. Mais comment tu fais des trucs de merde là comme ça là? Tu sais, j'aime bien escalader. Non, non, mais tu fais pas ça. Regarde même là, à Los Angeles. Là, je casse la cheville là tout de suite. Le comment c'est comment? Bah, je tu me mets en tombes là. place. Tu tombes, tu fais une roulade là comme ça, Je tout me ça. mets en place. Ça va pas les coups, hein. Non, t'as vu, j'ai pas tombé moi aussi. Parce que tu sais pas, voilà, regarde-moi, est-ce que j'ai fait une chute? Moi, je suis professionnelle. Oui, oui. C'est pour ça qu'on dit de faire Oui, oui. ça à la maison. Professionnel. Selon la mystérieuse femme, Marwa serait retournée sur les lieux du crime un an après. Donc un an après qu'ils aient retrouvé le corps de Naïma, elle retourne là-bas pour enterrer quelque chose au sommet de cette montagne. Ok. Là, je commence à flipper. À ce moment-là de mon enquête, je commence vraiment à flipper. Mais je vous avoue aussi qu'une part de moi est intriguée. J'ai besoin d'en savoir plus. Imaginez l'état dans lequel je suis à ce stade de mon enquête. C'est simple, probablement dans le même état que vous. J'ai besoin de voir certaines choses de mes yeux. Je vais devoir me rendre directement au Maroc. Mais pour l'heure, je dois à tout prix parler avec l'artiste. J'ai 2-3 questions à lui poser. Là, c'est bon, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Tu veux pas? Là, ça fait rien.